Loin de s'estomper, les conflits et les guerres ne cessent de s'amplifier. Phénomènes climatiques et aussi les incendies de forêt qui ont été dévastateurs, en France mais pas seulement. Tout cela évidemment a fait que cette année 2026 a marqué plus d'une personne. Et beaucoup se disent maintenant que le pire est derrière nous. Erreur. Le pire est devant nous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, comment ça va se traduire et aussi ce que nous pouvons faire pour enrayer cette spirale dévastatrice. Alors oui, nous avons assisté effectivement à beaucoup de phénomènes. Si on parle des conflits et des guerres, ils ne font que s'amplifier, que ce soit avec Israël ou que ce soit la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine, etc. Et les tas d'autres conflits qui se déroulent dans le monde. Donc de ce point de vue-là, loin de s'arranger, on sent bien que cette tension internationale progresse, ce qui fait qu'on est dans une course à l'armement. C'est pas très rassurant. Et toutes les armes qu'on a créées, même les plus dangereuses, ont été utilisées. Ça, c'est un aspect des choses. Maintenant, il y a ces phénomènes météorologiques, climatiques. Pour parler d'un phénomène qui existe depuis longtemps, qui s'appelle El Niño, c'est pas d'aujourd'hui. Mais par contre, les effets aujourd'hui, les changements climatiques, amplifie ce phénomène et il va devenir de plus en plus dévastateur. Et on en aura déjà des répercussions cette année. Alors, on se disait, l'été est fini, tout ça, ça va se calmer. Pas du tout. Les pluies diluviennes, les orages, la grêle d'une intensité incroyable et avec aussi des grêlons qui vont surprendre plus d'un, ça aura beaucoup de conséquences sur le plan matériel. Évidemment, tous ces phénomènes vont se développer de plus en plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ce dont on parle le moins, mais qui est peut-être le plus dévastateur, parce que ce n'est pas rien ce qui s'est passé, les incendies qui a eu des milliers d'hectares. En France, on parle de 120 000 hectares qui ont été dévastés, un nombre considérable de bâtiments, et en Europe, c'est plus de 700 000 hectares, donc ce n'est pas rien. Toute l'Europe a été touchée par la canicule. On parle de plus de 7000 morts directement liés à ce phénomène en France, alors qu'il y a quelques années, on avait relevé le chiffre en 2021-2022 de 1200. Donc on voit bien l'évolution et c'est partout dans d'autres pays. Donc jusqu'alors le chiffre annoncé est environ de 35 000, mais on sait qu'il est sous-estimé. Donc ça devient un phénomène très conséquent et qui ne va pas diminuer, qui va augmenter. Qu'est-ce que cela crée? Il y a beaucoup de choses, sur un plan économique et sur un plan psychologique. On va parler de ce qui est très important sur le plan psychologique. Évidemment, il y a déjà beaucoup de villes qui sont en zone rouge. Ça veut dire que maintenant, on sait qu'elles sont particulièrement vulnérables. Elles le seront de plus en plus. Ce qui veut dire aussi que les gens qui y habitent, ils vont chercher des solutions pour aller ailleurs. Simplement, leur maison, quand ils voudront la vendre, pour ceux qui sont propriétaires, ça va devenir de plus en plus compliqué à des cotes. Et ça va s'accélérer dans toute la France. Donc sur le plan économique, il va y avoir des effets redoutables. Alors évidemment, c'est aussi des déplacements de population dans le pays ailleurs. Et ces déplacements de population ne vont pas se faire dans la tranquillité. Vous voyez, quand c'est un épiphénomène comme cela, quand il arrive certains désastres, on voit qu'il y a un phénomène de solidarité. Mais passer un cap, c'est fini. C'est chacun pour soi. Nous allons connaître ces épisodes. Il faut s'y préparer parce que malheureusement,
nous avons tout fait pour que cela se produise. Et j'en reparlerai tout à l'heure. L'autre plan qui est vraiment important et dont on ne parle pas suffisamment, c'est l'anxiété, c'est le stress que cela crée. Maintenant, les gens sont de plus en plus anxieux. Il n'y a pas si longtemps, en France et dans d'autres pays d'Europe, on attendait les beaux jours, en se disant, ça y est, l'hiver était rude, l'automne terrible, enfin un peu de soleil. Aujourd'hui, on va redouter, on ne parlera plus de beaux jours. Vous voyez le changement qui est en train de s'opérer. Ce qui attendait, c'est le mois de juillet, d'août pour partir faire du camping ailleurs. Ils vont réfléchir à 2 fois. Le tourisme, etc. Donc l'impact à la fois économique et psychologique. Et puis, sorti d'un événement aussi conséquent après l'été, je disais, on se dit ouf, le pire est derrière nous, mais ce n'est pas le cas du tout. Parce que là, on va assister à ces phénomènes terribles qui sont destructeurs. Donc sur l'agriculture notamment, les vignes vont être dévastées, il va y avoir beaucoup de conséquences de cet ordre-là. On est face à un vrai problème. Alors on peut ne pas en parler, parce que le fait d'en parler, on va dire, ben voilà, j'envoie un message anxiogène. Mais vous savez, je donne l'exemple, vous êtes dans un véhicule et vous allez très vite et loin de vous, et vous avez un mur énorme qui est là, vous allez vous en rapprocher de plus en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez quelqu'un à côté qui le voit? Il vous dit tout va bien, on fait comme si que ça n'existait pas, ou on est obligé d'en parler pour se dire on peut esquiver, on peut faire autrement, ou arriver à un moment donné, si on ne peut plus l'esquiver, on peut au moins freiner la vitesse. Voilà, il faut faire quelque chose. Sauf que nous ne faisons rien du tout pour régler le problème. Et tout ça parce que, en fait, effectivement, il y a aussi des gens à la tête de tout ça, de lobbies qui ont un intérêt sur le plan commercial, économique, et qui s'en fichent complètement des conséquences. Mais il n'y a pas que, en réalité. Et il y a aussi tout le monde qui ne prend pas sa part de responsabilité, et c'est très important aujourd'hui de changer cela. Le modèle de société s'effondre, notre mode de vie ne va pas. En fait, ça paraît surprenant ce que je vais dire, mais l'être humain est l'espèce sur cette terre la plus stupide, et je dirais même la moins intelligente. Alors, tout dépend ce que l'on entend par ce terme intelligence. Pour ma part, l'intelligence, ce n'est pas une histoire de coefficient intellectuel. De ce point de vue-là, l'être humain est supérieur à toutes les autres espèces. C'est une évidence. Sur le plan coefficient intellectuel, pas de problème. Mais est-ce cela l'intelligence? Est-ce qu'on peut employer ce terme quand on voit une espèce vivante qui crée toutes les conditions pour rendre la Terre entière invivable, en polluant les eaux, et notamment les eaux que nous buvons, évidemment, mais pas seulement, la mer, en polluant la terre qui nous nourrit, en polluant l'air, en créant toutes les conditions pour que des phénomènes climatiques deviennent la norme et s'amplifient, en ne cessant des conflits et des guerres, etc. Et tout ça pour quel motif? Pouvoir, l'argent, le besoin de domination. Alors, si cela on peut qualifier d'intelligence, pour ma part, je m'abstiens. Je crois que l'intelligence peut se définir autrement, comme notre capacité à vivre en paix, en harmonie et dans le respect. Dans le respect des autres espèces de vie, et puis le respect de notre planète aussi, évidemment. Sauf que nous ne respectons pas la Terre, nous l'exploitons, nous la surexploitons. En quelques mois maintenant, et c'est le cas de la France, même pas la moitié de l'année, on a déjà puisé toutes les ressources qu'elle peut produire avec le temps de se recycler, c'est-à-dire sur un an. Et on continue, ce n'est pas d'aujourd'hui, on continue parce qu'on a mis un principe
un système d'une stupidité effarante, c'est la croissance. Une croissance qui n'en finit pas, exponentielle. Alors que nous sommes dans un monde très limité, nos ressources sont limitées, mais nous sommes dans une croissance exponentielle et il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Toujours plus de quoi? De choses matérielles qui évidemment ne profitent pas à tout le monde. Et pour ceux qui s'en gavent, ça ne change rien, ça n'apporte pas le bonheur, au contraire. Et nous sommes rentrés dans cette spirale consumériste qui fait que tout ça a plus d'importance que les conséquences que cela engendre. Si nous faisions preuve un peu de sagesse, d'intelligence, nous avons développé des outils qui peuvent être vraiment extraordinaires au service de l'humanité. Mais ces outils ne sont pas mis au service de l'humanité. C'est le besoin de pouvoir, le besoin de domination, le besoin de plus d'argent. Donc c'est tout le contraire. Donc les choses ne vont pas s'arranger ainsi par l'opération du Saint-Esprit, alors que tous les jours, on va dans le sens contraire. Mais nous ne sommes pas impuissants, parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas se réfugier derrière une élite en se disant c'est eux qui tiennent le pouvoir, etc. Ok, mais quand on change ces personnes-là, d'autres viennent et refont la même chose. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas développé cette sagesse que j'appelle cette intelligence, celle de vivre de façon différente, c'est-à-dire en n'étant pas égoïste, en se souciant des autres, en étant dans le respect, dans la diversité, en respectant notre planète, les autres espèces de vie, en vivant de cette façon-là. Et effectivement, si nous vivions ici, les choses seraient totalement différentes. En mettant au service les technologies extraordinaires que nous avons développées, au service de l'humain, et non pas le contraire. Ça, nous l'utilisons pour exploiter. Soit c'est dans l'armement, ou soit ce sont des technologies. Et ça, ce sera l'objet de notre vidéo. Parce qu'effectivement, tout cela est mis au service du pouvoir. Et tout ce que l'on veut en réalité, ceux qui sont à la tête. Mais comme je dis, c'est pas simplement ces personnes. On s'en débarrasse, d'autres viennent, ils vont faire la même chose. C'est un problème de fond. Il faut faire un travail sur les mentalités. C'est ça qu'il faut changer véritablement. Apprendre à vivre de façon plus modeste, plus sobre, tout simplement. Arrêter de se gaver de tas de choses, d'acheter sans cesse, parce qu'on est incité à le faire. Il faut se rebeller, il faut sortir de ce cercle vicieux. Et tout le monde peut le faire. Et on n'est pas impuissant. Je pense à cette histoire que je trouve très intéressante, qui est là, contemporaine. C'est genre une personne qui, en achetant, en faisant ses courses, regardait les produits, regardait les étiquettes, qu'est-ce qu'il y avait derrière, et pouvait rien comprendre. Vous avez dû faire l'expérience, vous lisez des trucs, on vous donne des chiffres, on vous donne des noms incompréhensibles, donc vous ne savez pas ce que c'est vraiment, ni la dangerosité. C'est l'opacité la plus totale. Et donc avec une amie, ils ont créé une petite société au départ, qui s'appelle Yuka, et puis ils ont décidé de pouvoir vérifier les produits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dedans, et les catégoriser comme étant sans risque, comme étant risque léger, ou alors à risque, ou vraiment potentiellement très dangereux. Voilà. Et en fait, que s'est-il passé? Ça a commencé à se développer un peu. Les entreprises regardaient ça de très loin. Et puis, ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Alors là, quand on a commencé à voir que ça prenait de l'ampleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens commençaient à l'utiliser et ont commencé à vérifier ce qu'ils achetaient pour voir qu'est-ce qu'il y avait vraiment dedans. Et ça a changé le comportement. Et là, on s'est dit danger tout de suite. Quand j'ai dit ce sont les multinationales,
ils ont voulu les briser, ils ne sont pas arrivés, et que s'est-il passé? Ils ne font jusqu'alors que se développer. Et alors le changement s'est fait, il est en train de se faire, c'est que des milliers de consommateurs aujourd'hui, avant d'acheter, vont checker et regarder. Et ils ont changé leur habitude d'achat. Parce qu'ils ont compris que, ah ouais, ce produit qu'ils mangent tout le temps, celui qu'ils donnent à leurs enfants, il y a ça, ce que j'achète, que je crois qu'il est inoffensif, il y a 3, 4, 5 produits potentiellement cancérigènes, etc. Et oui, après on parle de perturbateurs endocriniens et tout ça, voilà. Mais tout ça, ça passe tranquillement au niveau de l'État. Ils ont le droit de produire ces produits sans problème. Donc, si on attend une réglementation, compte tenu de la puissance des lobbies, que c'est eux qui financent derrière tout ça, ça ne marchera pas. Mais on n'est pas impuissant. Et ils l'ont montré. Et ils ont implanté leur système même aux États-Unis, ça ne cesse de se propager. Et quelles sont les conséquences? Eh bien, ils ont réussi maintenant à faire changer justement les producteurs. Ceux qui fabriquent tous ces produits ont compris que maintenant, il fallait qu'ils arrêtent et qu'ils changent véritablement la composition de leurs produits et tout pour que ça soit des produits safe que les gens. Et là, effectivement, quand ils ont commencé à faire ainsi, ils ont vu des articles qui ne se vendaient plus, qui sont repartis, etc. Donc, je trouve que c'est un très bel exemple parce que ça montre justement comment, partant de quelque chose de très simple, sans moyens financiers et tout, mais avec la volonté de faire changer les choses, les personnes sont arrivées à faire plier des multinationales et les obliger à changer justement leur formulation extrêmement dangereuse, mais parce qu'elles étaient moins coûteuses, pour pouvoir rester compétitifs. Donc il y a beaucoup de choses que chacun et chacune peut faire. Dans l'agriculture, on peut parler aussi de l'aspect de l'élevage. C'est une aberration. Enfin, non seulement notre mode de vie ne fait que polluer, évidemment émettre des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus recycler tout cela, mais d'autant moins qu'on dévaste les forêts, les arbres et tout cela. On les dévaste, qui ont un rôle important à jouer. Et pour faire quoi? Toujours plus d'élevage, pour pouvoir nourrir plus de personnes soi-disant, puisque finalement, pour que ces animaux se développent, il faut des quantités énormes d'eau. Il faut aussi, évidemment, les végétaux, donc il va falloir faire pousser du soja, enfin toute une nourriture. Et ça revient à une fortune pour que les gens mangent maintenant, tous les jours et plusieurs fois par jour, de la viande. Moi j'appelle les animaux, parce que avant d'être ce qu'on appelle de la viande, ce sont quand même des animaux. Alors que c'est dévastateur pour notre planète, émettre les gaz à effet de serre, les pollutions nappes phréatiques, et aussi pour notre santé. Ce n'est pas bon. Alors si les gens ne veulent pas devenir végétariens, mais ne serait-ce que revenir à une époque où on n'était pas moins bien portant, où on mangeait une fois par semaine de la viande ou de la volaille, ça serait quelque chose qui changerait tout. Donc notre comportement alimentaire changerait complètement la donne et infléchirait ce mouvement-là. C'est pour ça qu'il faut comprendre que nous ne sommes pas impuissants, mais si nous restons là comme des simples spectateurs en disant c'est la faute des autres et nous on peut rien faire, alors évidemment on va subir et bien plus que les autres. Beaucoup d'autres problèmes vont se poser évidemment, c'est que ça n'a échappé à personne, qu'on va vers des extrêmes qui s'éloignent de plus en plus, c'est-à-dire des gens qui s'enrichissent avec des milliards dont ils ne savent même plus compter, et d'autres qui s'appauvrissent et qui n'ont même pas $1 par jour. Alors évidemment, ça crée des situations terribles, parce que ce qu'on va se rendre compte, et en France notamment, on n'atteint pas ces niveaux de pauvreté, mais quand même, les gens qui habitent dans les zones urbaines, dans les logements sociaux,
quand il y a la canicule qui tape, c'est un phénomène extrêmement dur, surtout qu'il y a le phénomène urbain avec le béton, ce qui augmente, amplifie encore le phénomène de chaleur. Et quand vous habitez dans des maisons, dans des appartements comme ceux-là, où il y a plusieurs tours, c'est vraiment infernal la chaleur. Alors évidemment, pour ceux qui sont éloignés, qui vivent dans des grandes maisons, qui peuvent climatiser et aller prendre un petit bain à la piscine, parfois ils n'ont même pas besoin de sortir parce que la piscine est dans la maison, on ne vit pas la chose de la même façon. Et ça va devenir de plus en plus insupportable. Parce que les problèmes qui se passent ailleurs dans le monde, les 10 000 enfants qui meurent tous les jours, pour dire les choses simplement, on ne s'y intéresse pas, pour ne pas dire un autre mot. On ne se sent pas concerné. Mais là, tout le monde va se sentir concerné. Parce que ça se produit, ça arrive en France. On va voir ces disparités énormes. Et c'est pour ça que je disais qu'il va commencer à avoir des tensions énormes, parce que va-t-on faire? Et ces personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer, elles vont subir tout cela. Mais on sait que ça occasionne de plus en plus de problèmes, de morts, etc. Et comment faire? On ne prend pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Alors, j'ai expliqué pour moi la cause de tout ça, c'est parce que l'être humain croit qu'il est intelligent, mais il a montré le summum de la stupidité pour arriver à mettre tout en place pour son autodestruction et la destruction des autres espèces de vie. Alors, il va falloir à un moment donné faire ce travail sérieusement, vraiment, pour changer notre état d'esprit. Sortir de ce système de croissance à tout va, de ce consumérisme stupide et qui ne nous rend pas heureux. Une vraie rupture doit être faite. Et si nous infléchissons, nous allons dans ce sens, évidemment, il y aura des changements politiques. Parce que jusqu'alors, ils ne se font pas. Il y a même quelque temps, un haut responsable politique, quand il y a eu des incendies qui sont produits, a dit personne ne pouvait s'attendre à un événement comme celui-là, alors que ça fait des dizaines d'années que tous les experts du monde entier nous l'annoncent et on le sait pertinemment. Donc, c'est important de prendre conscience de cela. Alors, l'aspect positif, c'est que je disais qu'on n'est pas impuissant. Je vous ai cité l'exemple de cette petite société et l'impact qu'elle a eu, mais tout le monde peut avoir une influence, à commencer par notre changement de comportement sur l'alimentation, sur nos déplacements, etc. En faisant ainsi, il n'y aura pas le choix. Les structures seront obligées de s'adapter. Et c'est ça qui est très important. Mais ça nous demande à chacun, à chacune, vraiment ce changement. Et comment cela se fera-t-il plus simplement, plus facilement? En prenant conscience à la fois de l'énormité de cette stupidité, mais de se rendre compte qu'on est acteur de notre propre destruction et qu'on ne fait rien. Et tout ça, pourquoi? On travaille de plus en plus comme des robots, ça va de plus en plus vite, et tout ça pour gagner de l'argent et pour payer nos traites, nos ceci, et personne n'est heureux dans ce système de vie. Il faut en sortir, il faut avoir le courage de le faire, ou simplement la lucidité, parce que si on regarde les choses en face, ça ne demande pas tant de courage que cela, d'arrêter cette spirale infernale. Alors, plus vous ferez ce travail d'introspection, de vous poser, de méditer sur tout cela, plus vous comprendrez vraiment les vraies causes, les véritables causes, pas seulement parce que je vous le dis, mais vous le sentirez en vous-même. Et puis, des solutions viendront. C'est ça. Parce qu'après, qu'on se dit comment faire, non, il faut prendre le temps, le recul, et vous sentirez en vous venir des solutions. Vous allez adopter des changements de comportement. Mais il faut faire cette démarche, elle est importante.
parce que comme je dis, le pire est à venir. Déjà, dans cette année, ça va continuer. Mais imaginez comment, psychologiquement, on va fonctionner dans un stress, une anxiété permanente, parce qu'on sait qu'à tout moment, ces choses vont arriver. Là, on se disait au mois de juillet, au mois d'août, mais ça a commencé dès le mois de juin. C'était le mois historiquement le plus chaud. Et puis, ça n'arrête pas. Après, c'est les pluies, après, c'est ceci, etc. Donc, l'anxiété permanente, les effets économiques et tout cela, on peut en sortir, nous devons en sortir, mais avec lucidité et ne pas se dire simplement que c'est un petit groupuscule qui est à l'origine de tout cela. Bien sûr, ils ont leurs responsabilités, mais comme je l'ai dit, on change de personne et c'est toujours la même chose. Il faut que ça se fasse individuellement. Et là, vous pouvez faire tout le contraire, insuffler une nouvelle dynamique de prise de conscience et nous pouvons arrêter, stopper au moins ce phénomène. Bien sûr, nous vivrons les conséquences de cela. Mais aujourd'hui, la démarche, c'est simplement de se dire il faut apprendre maintenant à vivre avec ça. Bien sûr qu'il faut apprendre à vivre parce que ça va durer, mais il faut aussi et surtout s'occuper des causes pour que ce phénomène arrête, parce que sinon, à un moment donné, on ne pourra plus s'adapter. Ce monde va devenir invivable. Donc, il est temps de s'arrêter et de prendre conscience, chacun, chacune, et de se dire qu'on n'est pas impuissant. Et plus que cela, si on a la détermination de changer soi-même, on va influencer d'autres à faire ce changement et ça va faire boule de neige. Et on peut remédier à cette situation. C'est très important de le garder à l'esprit car ce n'est pas une fatalité ce qui s'est produit et ce n'est pas une fatalité que cela continue et que cela nous emmène à ce chaos qui est annoncé. Nous pouvons faire autrement, nous devons faire autrement par respect pour les générations futures, pour les autres espèces vivantes. Ainsi, nous pourrons changer les choses. J'espère que vous ferez cette démarche et il faut rester évidemment positif, réaliste, en se disant que nous pouvons changer le monde si nous commençons par nous changer nous-mêmes.